effectivement journaliste et je m'appelle Renaud Dely et je réponds aux circonstances qu'a décrites effectivement Thibault. Je suis un homme, c'est vrai. Et je suis ravi de vous retrouver ce soir. Je vais donc animer cet échange. Je vais vous présenter en deux mots, même si vous les connaissez, les intervenants de ce soir. Ensuite, je vais leur céder la parole en leur posant une question évidemment introductive, peut-être pour 5 à 10 minutes chacun. Et puis ensuite, on va essayer d'aborder un certain nombre de thématiques liées évidemment à l'intitulé du débat de ce soir. Alors, à ma droite, Jean-Louis Messica, qu'on ne présente plus, adjoint au maire de Paris depuis 2008, si je ne m'abuse. Jean-Louis Messica qui a déjà derrière lui, qui a déjà connu plusieurs vies, sociologue, auteur de nombreux essais, notamment sociologue des médias, et puis donc adjoint au maire, enfin, qui avait aussi connu une vie d'ailleurs en cabinet, je pense aux côtés de Michel Rocard, et puis qui a rejoint donc l'équipe d'abord de Bertrand Delanoë en 2008, puis évidemment celle d'Anne Hidalgo, en tant qu'adjoint au maire de Paris, chargé, que je ne me trompe pas, car l'intitulé est extrêmement long, mais nous avons un petit peu de temps devant nous, adjoint au maire de Paris, chargé donc de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, autant de thématiques que nous allons aborder ce soir. On dit même parfois adjoint à la maire de Paris. À la maire de Paris, excusez-moi, en plus je l'avais écrit, donc c'est vous dire, vous avez raison, adjoint à Madame la maire de Paris, chargé de tout ça. À ma gauche, Yves Atou, qui est président du Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie. Donc vous êtes effectivement, vous aussi, en charge, spécialisé d'une thématique qu'on va évidemment aborder ce soir, quant à ce qui est... enfin, ces sujets qui sont aujourd'hui d'actualité d'ailleurs, de plus en plus, y compris, qui ont été d'ailleurs y compris abordés lors de la récente conférence sociale du début de la semaine, de la formation tout au long de la vie et de ce monde désormais mondial, enfin de cette nouvelle époque mondialisée où on a vocation à changer, là aussi, plusieurs fois de vie et de vie professionnelle selon les parcours et selon aussi les difficultés, les accidents de la vie ou les reconversions. Nous allons aborder toutes ces thématiques ce soir. Vous avez dirigé tout au long de votre carrière de nombreux organismes chargés d'éducation permanente et d'insertion professionnelle. Et puis, à ma droite, Stéphane Nicolas, qui a lui aussi connu plusieurs vies, puisque vous êtes ancien lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Vous avez une carrière dans l'armée, longue carrière. Vous êtes ingénieur aérospatial. Vous avez une expérience de 9 ans, me semble-t-il, de Rafale, ce Rafale désormais qui s'arrache à travers le monde depuis quelques mois. Et puis, vous êtes surtout expert en intelligence économique, président de Aquila Management. Et évidemment, nous allons aborder toutes les thématiques liées à l'intelligence économique et à toutes ces données qui sont aujourd'hui indispensables, qu'il est aujourd'hui indispensable de recueillir, de partager, afin justement d'être plus compétitif sur le terrain de la guerre économique. Parmi ces nouveaux enjeux que nous évoquons, ces nouveaux enjeux, figure, outre le cadre de vie et l'attractivité, le travail. Comment répondre à ce nouvel enjeu qu'est la formation tout au long de la vie, qui est une problématique qu'on ne se posait pas il y a 20 ou 30 ans, et qui, de toute évidence, est une problématique non seulement d'aujourd'hui, mais encore plus de demain, y compris dans ces grandes métropoles dont Jean-Louis Messica nous esquissait les contours. Yves Atou. Merci. Donc, je traite de ce sujet formation tout au long de la vie, qui touche les humains des métropoles. Comme l'a dit Renaud Dely, c'est un sujet qui s'impose. En fait, c'est un sujet qui paraît nouveau, mais qui est très ancien. Confucius l'avait déjà dit. Revoyez déjà ce que vous savez et vous deviendrez un maître. Et en deuxième date, en 1996, Jacques Delors a fait un rapport très important à l'UNESCO où il disait « L'éducation tout au long de la vie est une des clés d'entrée du XXIe siècle ». 1996. Et Renaud parlait de la conférence sociale, mais je lui parle aussi de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est tenue il y a une semaine, et qui s'est fixé 17 objectifs, dont l'objectif de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, très rapidement, avec cette mondialisation, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis, il y a ce qu'on appelle un phénomène de glocalisation. C'est une interaction entre le global et le local. Il y a une mondialisation, mais il y a un retour au local. Il y a un retour au territoire.
les villes apprenantes, les territoires apprenantes, les entreprises apprenantes. Il y a un mouvement de retour au local et des territoires qui sont maintenant en concurrence, notamment sur l'éducation. Merci Yvatou. Je vais tout de suite donner la parole à Stéphane Nicolas. Yvatou a notamment, nous a notamment expliqué que parmi ces nouveaux enjeux, il y avait aujourd'hui une difficulté évidemment à prévoir l'avenir, c'est-à-dire un manque de visibilité quant au métier de demain, quant au métier des 10 ou 15 prochaines années, peut-être des mutations aujourd'hui qui sont tellement rapides, tellement profondes qu'on a peut-être plus de mal à anticiper et à percevoir cet avenir-là, et notamment évidemment l'impact de la révolution numérique que vous avez déjà évoqué Yvatou dans le cadre de ce marché, j'allais dire, de la formation tout au long de la vie. Est-ce que l'intelligence économique et ces données, et ces éléments et sa précision peuvent nous permettre justement Stéphane Nicolas, de décrypter un petit peu, de dévoiler un petit peu ce que sera demain ce nouvel univers et ces métiers de demain? Alors, l'idée, c'est effectivement, et l'intelligence économique fait partie de cette posture intellectuelle, l'idée, c'est de voir le plus clair possible et de prévoir les grands changements, les grandes mutations, les tendances. Il faut observer les signaux faibles, il faut sortir des croyances, arrêter de croire que ce qui a été fait va continuer d'être fait. Et là-dessus, on n'est pas tous d'accord, et en fonction des cultures et des pays, on ne rentre pas dans le sujet de la même manière. La CIA, donc le Centre d'analyse stratégique de la CIA, publie régulièrement, et a publié récemment, sa vision du monde en 2030, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu. J'ai apporté le livre ici. Et dans ce livre, on trouve les grandes tendances, avec des hypothèses et des scénarios possibles. Avant de parler de cette tendance, on peut déjà commencer à revenir un petit peu en arrière et citer Alvin Toffler, qui, avec le choc du futur, déjà mentionnait les tendances que nous, et les éléments que nous, on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire l'éphémère, la fin de la permanence, la diversité, la montée en compétences, la formation continue, la désynchronisation, la surstimulation, le stress additionnel. Tout ça, c'était déjà présent, c'était annoncé dans les années 70. La mobilité, on en reparlera, la mobilité, le rapport à la mobilité, parce qu'il y a une explosion effectivement de l'urbanisation, le rapport à la mobilité est un point essentiel. Nous parlions de l'exposition universelle. Dubaï organise en 2020 l'expo universelle autour de 3 piliers: la mobilité, la durabilité, l'opportunité. S'ils ont utilisé la mobilité, le terme mobilité, je crois que ce n'est pas un hasard. Ils vont aussi se lancer rapidement dans les smart cities. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est le grand Paris. Comment doit-il attirer les talents, alors que dans d'autres endroits du monde, il va y avoir des villes qui vont être créées ex nihilo, avec toutes les capacités de connectivité, de mobilité, de facilité d'usage. Comment est-ce que le Grand Paris peut se positionner dans cette perspective? Je vais peut-être répondre tout de suite. Directement adressé à Jean-Louis Misica. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je partage une bonne partie de ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, la période de mutation que nous vivons a des effets extrêmement importants sur la connaissance, la façon dont les connaissances sont traitées. Je pense que, par exemple, tout ce qui relève du big data, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va se déployer de plus en plus. Je suis d'accord aussi sur la robotisation. Je pense même que le phénomène des imprimantes 3D est en train de révolutionner complètement l'industrie. Le grand projet urbain que représente le Grand Paris Express, c'est autant de stations, autant de gares nouvelles qu'il y en a aujourd'hui sur la métropole du Grand Paris. Et c'est un objectif qui fera à ce moment-là du Grand Paris une des villes les mieux desservies au monde, puisque personne ne sera à plus de 2 km d'une station du Grand Paris Express. Donc c'est vous dire si l'enjeu de ce projet est un enjeu considérable, justement en matière d'attractivité, en matière de capacité à faire venir les talents, parce que la bataille pour les talents est une bataille essentielle, et bien sûr en matière de qualité de vie, parce que oui, je vais
aborder un sujet qui fâche parfois. Oui, nous allons fermer la voie Georges Pompidou et donc l'autoroute urbaine qui traverse Paris, tout simplement parce que les autoroutes urbaines, c'est complètement ringard, ça date du XXe siècle, ce n'est pas du tout une manière de transporter au XXIe siècle. Parce que les autoroutes urbaines sont des aspirateurs à voitures et qu'il faut désengorger Paris, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait moins de voitures à Paris. Ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Moi, quand j'ai vu effectivement les investissements de Google dans la Google Car, je me suis dit, ce sont des gens qui ont une vision à 2030-2050. Aujourd'hui, la Google Car, elle a fait plus de 2 millions de kilomètres sans le moindre accident. La Tesla et la concurrente. Et donc, vous avez des nouveaux entrants que sont justement ces acteurs de l'automobile. Les constructeurs traditionnels s'aperçoivent que le véhicule autonome, c'est la prochaine révolution. Aujourd'hui, on vous dit qu'en 2020, il y aura des véhicules autonomes qui circuleront dans des villes comme Paris, New York ou Londres. Et s'il y a des véhicules autonomes qui circulent en 2020, ça veut dire qu'en 2030, la révolution sera largement entamée. Mais vous reconnaîtrez que pour la plupart des habitants, cette révolution du transport et des véhicules autonomes que vous évoquez pour 2030, elle paraît pourtant encore beaucoup plus lointaine que ça aujourd'hui. Vous avez raison, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'échéance 2030, vous êtes un spécialiste de ces sujets-là, enfin, est-ce que vous pensez que l'échéance 2030 vous paraît totalement invraisemblable ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la mobilité, mais ce que je sais a priori en regardant l'histoire, c'est qu'on se fait toujours surprendre. On a tendance à sous-estimer l'accélération du changement, et parce qu'on a une résistance au changement, tout simplement. La mobilité, il faut la qualifier. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de changer la pyramide de Maslow. On est en train de... C'est-à-dire ça devient insupportable aujourd'hui de ne pas avoir de prise électrique et de Wi-Fi, une connexion. Dans pas longtemps, la mobilité, ça ne sera pas le transport, comme ça a été dit, le fait de passer d'un point A à un point B. Ça sera en réalité une continuité de service, une continuité de connexion. C'est-à-dire, on ne supportera pas de perdre du temps dans les transports ou d'avoir un temps qui n'est pas utile, qui n'est pas utilisé. Donc, au-delà de la connectivité, au-delà de la densification des réseaux, c'est les services qu'on proposera autour de la mobilité. Et autonomiser les véhicules, c'est aussi libérer du temps, mettre au sein des véhicules la capacité à travailler, prendre des rendez-vous, continuer le travail, à faire un continuum entre le bureau, la maison. Et donc, c'est repenser complètement la mobilité. Et donc, du coup, c'est aussi repenser la façon de travailler et se dire qu'on peut être amené on va devoir travailler dans un continuum. Donc ça, c'est la mobilité. Et donc, tout ce qui participe à cette fluidité-là est favorable. Je pense qu'effectivement, on a tendance à sous-estimer les échéances. C'est avant tout un problème d'usage, de rupture d'usage, de rupture culturelle. La technologie, elle est prête. On a atteint une maturité technologique pour automatiser les systèmes. Après, c'est l'intégrer dans l'existant, dans le paysage actuel, pour éviter les accidents, pour s'assurer le maximum de sécurité. Comment est-ce qu'on intègre les systèmes automatisés, semi-automatisés dans un environnement qui ne l'est pas, et donc de manière progressive, mais la maturité technologique est là. Ce qui est vrai, c'est que là, on est sur de la formation ultra spécialisée. Mais en même temps, vous avez des gens qui viennent du monde entier pour recruter les élèves qui sont dans cette école-là. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous voyez que c'est tout le contraire de Polytechnique, c'est tout le contraire du modèle de la grande école française. C'est tout le contraire de ce que proposent les pouvoirs publics, en règle générale. Parce que ça, ce sont des initiatives nées dans le privé, des initiatives individuelles. En l'occurrence, vous avez cité l'école de Xavier Niel, il y en a d'autres. Mais c'est le contraire du modèle. Il y en a d'autres. Il y a Simplon, je ne sais pas si vous connaissez Simplon, mais c'est aussi extrêmement intéressant. Mais par exemple, le président de la République a proposé de réfléchir à la création d'une grande école du numérique et le modèle est quand même largement inspiré de l'école 42. Alors oui, effectivement, c'est une initiative qui vient du privé. Il y a quand même un effort de la part des pouvoirs publics
pour justement récupérer et voir si jamais il n'est pas possible de créer de nouvelles façons d'enseigner et de former en s'inspirant de ces modèles-là. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est que le système éducatif français était extrêmement réticent à cela. Il est encore extrêmement uniforme. Oui, extrêmement absolument. Le modèle que vous décrivez, il bousculerait ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je partage la formule. On est dans une révolution de l'enseignement, de l'éducation, et cette révolution de l'éducation, elle va heurter de plein fouet le système éducatif français, et le choc. Franchement, je me demande comment ça va se passer, quoi. Parce que ça risque de mal se passer. Oui. Ça risque de mal se passer. Et donc, mais en même temps, il va falloir s'adapter, quoi. Mm-hmm. On ne pourra pas rester complètement à côté de cette transformation qui est une transformation fondamentale. L'autonomisation des universités a un peu ouvert la voie. Là, justement, la fameuse loi sur l'autonomie de 2007 a... Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une autonomie au compte-gouttes et qu'on n'en voit pas encore tout à fait. Hein, c'est un premier pas, oui. Oui, c'est un premier pas, absolument. C'est un premier pas. Comme la loi Macron, c'est un premier pas. Stéphane Nicolas. Oui, je veux revenir sur effectivement cette montée des niveaux. C'est-à-dire que plus ça va, plus on observe une montée des niveaux d'éducation, des expertises, par l'accès à l'information. Je reprends la casquette intelligence économique. Qui dit accès à l'information dit aussi accès à la désinformation, c'est-à-dire passer du savoir à la connaissance et manipuler par des logiques de désinformation. Il faut faire attention à ça aussi. La question qui est posée, c'est finalement la question des talents. Comment est-ce qu'on crée les talents? Comment est-ce qu'on les identifie et comment est-ce qu'on les garde? Notre système éducatif est effectivement un système particulier. La difficulté est de savoir identifier, avant même de vouloir attirer des nouveaux talents, c'est de savoir identifier nos propres talents présents, voire même en sommeil. On disait tout à l'heure, à juste titre, et malheureusement, on faisait le constat, 2/3 des personnes exercent des métiers qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec leur formation initiale. Comment on fait pour les identifier? Vous avez raison. Ça ressemble à quoi un talent en puissance? Un talent en puissance, c'est d'abord de changer des grilles de lecture par rapport au DRH, par rapport aux opérateurs, par rapport aux managers. C'est-à-dire, c'est de regarder qui est compétent dans quoi, pourquoi, et quelles compétences soft, molles, sont démontrées au quotidien à travers des réalisations, des performances. Et donc, c'est avoir une grille d'analyse, une grille de lecture qui est complètement différente. Les anglo-saxons ont un rapport aux compétences, un rapport au diplôme. Ils ont un rapport assez différent par rapport à notre culture. Donc, avant même d'imaginer une logique d'attractivité pour capter des nouveaux talents, c'est d'abord une logique d'identification de nos propres talents, soit présents, soit résidents, et non exploités. Voilà pour moi un sujet. Il va tout. Je veux dire que ce que j'ai décrit est aux antipodes de nos valeurs républicaines, laïcité, gratuité, accès à l'école. Et on a une difficulté, c'est que ce qu'on vient de décrire, en fait, n'est pas compris par les parents, par la plupart des parents, la plupart des élus, qui, eux, ont une représentation un peu traditionnelle de l'école, où ils voient un professeur. D'ailleurs, on parle beaucoup de nombre d'enfants devant un professeur. Et la société est massivement pas prête à ça. Enfin, aujourd'hui, nous, on a un problème d'explication. On a un vrai travail de conviction à faire pour expliquer ce qui se passe et ce qui fait peur un peu. Donc, on pense qu'on va vers un système hybride. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle du présentiel avec un professeur et ce qu'on appelle du e-learning. Il y aura moitié, ou enfin, la part n'est pas encore définie, mais on voit bien qu'il y a déjà d'ailleurs dans les universités des dispositifs comme ça où il y a une présence du professeur et un système de e-learning. Voilà. Il faut investir sur la connaissance. Donc il faut investir dans la publication, dans toutes les dynamiques qui poussent, qui soutiennent les publications, mais pas qu'en français, pour pouvoir viraliser, se faire connaître et diffuser de la connaissance. Effectivement, concernant les talents, l'idée, c'est penser global et agir local.
si on considère que le régional, le territorial prend le dessus, les talents peuvent être exploités et utilisés localement. Donc, pas les réalités locales, mais avoir un pied dans le monde. On observe qu'il y a de plus en plus une concurrence entre les territoires qui font venir les entreprises, mais aussi maintenant, il y a ce qu'on appelle un mercato des talents, un marché des talents. Et donc, c'est important ce que vous dites. Par contre, on a observé une tendance négative dans les pays francophones. Les étudiants ont une image d'une opportunité culturelle à Paris. Et c'est pour ça qu'ils vont plutôt dans les universités anglo-saxonnes où ils y voient une opportunité économique et de gestion. Donc là, je pense qu'il faut peut-être rectifier cette image. Hein. C'est encore la Sorbonne, les humanités. Et cette tendance dans les pays francophones est un peu gênante. Enfin, parce que... Oui, et un rapport à la réalité économique, vous voulez dire un peu plus distant et moins concret, quoi. Londres 2012, par exemple, ça a participé aussi de l'évolution et de l'image et du dynamisme économique. Créer ces événements, rechercher ces événements, c'est faire partie du monde. C'est-à-dire, c'est penser à venir, c'est se positionner. Et c'est fédérer les énergies. On a besoin d'avoir des projets, on a besoin d'avoir une vision commune, on a besoin de rassembler. Donc pour moi, c'est fondamental. Oui, aujourd'hui, si vous voulez, si nous voulons faire le Grand Paris, il faut faire muter un certain nombre de territoires. Et notamment, il y a un territoire qu'il faut faire muter de toute urgence, c'est la Seine-Saint-Denis. Et le projet que nous sommes en train de construire sur les JO de 2024 est un projet qui accélère la mutation du territoire de la Seine-Saint-Denis, puisque le village olympique sera sur la Seine-Saint-Denis, bien sûr le Stade de France qui sera un des éléments phares, la piscine olympique qui sera construite également en Seine-Saint-Denis, et le village des médias qui sera également sur ce territoire-là. Donc vous vous rendez bien compte. Et d'autre part, si nous voulons donner une identité au Grand Paris... C'est aussi une façon de tirer une leçon de l'échec de 2012, pour le coup. Oui, la diversité de la région parisienne n'avait pas été suffisamment pensée dans le projet. Vous avez parfaitement raison. On essaye de tirer des enseignements de notre échec. On essaye, et vu que Anne Hidalgo a dit il faut que les sportifs soient au premier rang, et donc aujourd'hui c'est une candidature qui est portée par des sportifs plus que par des politiques. Le territoire, la mise en avant de la jeunesse, donc c'est un formidable outil, je pense, de construction d'une identité collective, si nous réussissons. Bien sûr. Mais même si nous échouons, il ne faudrait pas échouer parce que ça commence à faire beaucoup. Oui, vous avez raison. Même si l'essentiel, c'est de participer. Oui, mais enfin bon. Ouais. C'est Aron qui disait en politique il faut gagner ou alors il ne faut pas en faire quand même. Merci beaucoup. Je vais remercier, on va vous libérer. Je vais remercier donc nos trois invités, Stéphane Nicolas, Yves Atou et Jean-Louis Missika. Et puis je crois que donc d'autres festivités vous attendent et que vous allez bien sûr pouvoir échanger avec nos invités autour d'un verre dans quelques minutes. Merci à tous.